Bonjour à tous et bienvenue à ce 7e live qui va porter sur l'adéquation homme-femme-projet, donc la première étape de toute création d'entreprise. Donc aujourd'hui, pour en parler, Jean-Marie Carc. Bonjour. Donc toi, Jean-Marie, tu as un parcours très intéressant, puisque tu as été à la fois salarié et tu as aussi créé plusieurs entreprises. Est-ce que, avant de démarrer dans le vif du sujet, tu peux nous expliquer un peu ton parcours de salarié et ce qui t'a conduit à créer une ou plusieurs entreprises? Ouais. Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Jean-Marie Carc, je suis consultant et formateur chez AG2V. J'ai un parcours très typé distribution puisque j'ai travaillé 15 ans pour de grandes enseignes de la distribution alimentaire et la distribution spécialisée. J'ai eu la chance de pouvoir gravir les échelons tout au long de ma vie pro. Quel poste par exemple? J'ai commencé sur un poste par exemple de responsable adjoint d'un rayon dans un Leclerc et j'ai terminé à la directeur d'un réseau de magasins sur lequel j'avais des magasins d'une filiale de Decathlon qui s'appelle Cabesto sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et tu avais combien de... Donc tu as le volet commercial du coup, Ouais. dans ton expérience professionnelle, tu as le volet aussi RH, tu as géré jusqu'à Exactement. combien de personnes? Le volet management, on va dire RH management, ça peut être des petites équipes de quelques personnes jusqu'à à peu près 150, 200 personnes qu'on va même pouvoir animer à distance aussi. Donc c'est encore un autre volet du management. Et puis la hauteur de vue qu'on va prendre aussi au travers différents postes et cette envie ou non de rester sur le terrain. Donc ça c'est important. Moi après j'ai décidé de changer de vie pro pour avoir une respiration personnelle aussi. Donc j'ai décidé de quitter l'entreprise à un moment donné où ça devenait vraiment trop présent dans ma vie perso. J'ai repris mes études pour mes 40 ans où j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de recevoir parce que j'avais beaucoup donné. Et à l'époque, tu avais déjà dans l'idée de créer ton entreprise ou c'est venu après? Alors oui, bien sûr, j'avais l'idée de dire un peu ce que vous avez tous et toutes certainement, dire ce que je fais pour mon patron, aujourd'hui j'ai envie de le faire pour moi. Et oui, j'avais bien sûr cette idée en tête et de dire toutes ces compétences que j'ai eues là, ça va être super facile finalement de les faire pour moi et puis avoir de patron finalement. Et donc là, tu décides de créer? Je décide de m'associer. D'accord. Je décide de m'associer dans une entreprise, dans ma passion, dans ma passion qui est la moto. Du coup, m'associer sur une entreprise de distribution de motos. Ça s'est super bien passé. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vécu. On va dire que l'expérience m'a forgé aussi sur l'importance de bien choisir ses associés. Oui. Donc ça, vous le verrez sur un chapitre de votre accompagnement. Et puis après, j'ai rapidement été sollicité pour faire de la formation et transmettre mon savoir, transmettre mon expérience au travers justement des entrepreneurs et des gens qui avaient envie de se lancer, puisque après cette expérience, moi j'ai créé ma propre boîte de consulting et de formation. Et du coup, je suis passé par vraiment toutes les étapes par lesquelles vous allez passer. Et l'idée m'est venue après de travailler un peu un parcours post-création, Oui. pour bien voir, parce que je me suis rendu compte que avoir une idée, c'était chouette. La mettre en œuvre, c'est bien aussi, mais que être un entrepreneur, c'est peut-être le plus important, et tout le monde n'est pas fait pour ça. Oui, et puis on l'apprend pas, sauf si éventuellement on a des parents qui sont commerçants, artisans ou qui ont déjà une entreprise, mais c'est pas évident. Exactement, moi je suis issu d'une famille de commerçants, du coup j'ai vécu on va dire vraiment de plein fouet, parce que ça peut être un peu violent aussi l'entrepreneuriat, parce qu'on est vraiment seul devant tout ce qui va nous arriver. On n'a pas forcément les armes pour avoir tout ça, ou on les a pas prévues. Et le fait d'anticiper un petit peu tous ces questionnements, ça permet de le faire sereinement, et surtout de prendre du plaisir dans votre création et dans votre projet. Alors là, à l'heure actuelle, tu fais ce qu'on appelle des bilans de compétences entrepreneuriales. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Ouais. Alors, dans mon travail chez AG2V, en fait, je suis expert sur les bilans de compétences, donc c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à se repositionner dans leur vie professionnelle, à se poser des questions. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'entrepreneurs qui venaient faire ce type de bilan. Et du coup, j'ai créé un bilan de compétences entrepreneuriales qui va être quelque chose vraiment de ciblé pour les entrepreneurs, qui va leur permettre de travailler sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont envie, sur le type de vie qu'ils vont découvrir,
sur leurs compétences, sur plein de choses, et ça permet pas de valider leur projet économique, Oui. mais leur projet de dire, est-ce que finalement je suis fait pour ça? Et donc le but, in fine, du bilan entrepreneurial, c'est de montrer aux gens s'ils sont faits ou pas pour la création d'entreprise. C'est pas leur montrer, c'est qu'ils prennent conscience. Oui. C'est prendre conscience de, finalement, c'est quoi être un entrepreneur? C'est quoi avoir sa boîte? Et est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que ma vie, à aujourd'hui, me permet d'engager le temps qu'il faut pour être un entrepreneur? Est-ce que ma vie, elle me permet financièrement d'être un entrepreneur? Oui. Alors, justement, ça, on va l'aborder dans un deuxième temps. Là, ce que je vous transfère à l'écran, ce sont les étapes de la création d'entreprise. Alors, vous verrez, il y a plein de versions différentes, mais bon, nous, on a essayé de synthétiser tout ça. Donc, l'étape là qu'on va aborder aujourd'hui avec Jean-Marie, c'est l'adéquation femme-homme-projet. Toutes les autres étapes, l'étude de marché, la rentabilité du projet, le choix du statut, la recherche de financement, l'immatriculation, et ensuite ce qui se passe, on l'a abordé dans un autre live, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Premier volet, les compétences transférables. On va commencer par les compétences transférables au niveau professionnel. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Ce qui est très, très important sur le travail que vous allez faire sur vous, parce que c'est un vrai travail sur vous, pour préparer ça, c'est d'être objectif. Le problème, c'est que quand on veut entreprendre, on a tellement envie d'entreprendre, on croit tellement en son projet, qu'on se persuade finalement qu'on est fait pour ça. Et on n'est pas objectif. Et comme tout le monde a très envie que vous entrepreniez... Oui, la famille vous dit ton projet est génial, tes amis aussi. Exactement. Et finalement, on vient encore se persuader un peu plus qu'on est fait pour ça. Qu'on a les compétences personnelles ou professionnelles. La première des choses, c'est qu'il faut être compétent pour pouvoir entreprendre. Oui, ça c'est la compétence technique. Ouais. Exactement, la compétence technique. Alors, on peut avoir la compétence technique, par exemple, du produit. Oui. On va imaginer, vous êtes passionné de bougies et vous souhaitez monter une entreprise de fabrication de bougies. Vous avez la compétence technique de fabriquer des bougies. Mais ça, c'est une compétence de technicien dans une entreprise. Oui. Est-ce que c'est une compétence d'entrepreneur? On va demander d'autres compétences. Oui. Bien sûr, il faut savoir faire la bougie. Mais derrière, vous voyez ici qu'il y a d'autres compétences qui sont très, très, très importantes. Et notamment la compétence commerciale, parce que vous avez beau fabriquer ou avoir la meilleure application qui soit, si vous n'arrivez pas à la vendre... Exactement. La compétence commerciale, c'est la première, en fait, parce que sans commerce, il n'y a rien. Demain, vous pouvez décider d'être naturopathe. Oui. Vous allez être entrepreneuse ou entrepreneur. Vous allez faire une formation de 4 ou 5 ans pour être naturopathe. Et pour autant, votre métier d'entrepreneur, c'est oui, de soigner les gens, de les aider à aller mieux. Mais la première, c'est de développer votre business. Et c'est pour ça qu'on parle de compétences commerciales. Est-ce que j'ai envie, au fond de moi, de prospecter? Est-ce que j'ai envie d'aller chercher des clients? Est-ce que j'ai envie de me faire connaître? Est-ce que j'ai envie d'être devant de la scène? Et ça, justement, ces compétences commerciales, tout le monde ne les a pas. Comment on fait si on les a pas? On se fait former? On fait appel à des prestataires extérieurs ou si on les a pas, il faut vraiment se poser de la question sur la réalité de son projet. Ouais. C'est que demain, si vous êtes une bonne ou un bon technicien, mais que derrière, vous n'avez aucune compétence commerciale, ou d'appétence, on verra un petit peu tout à l'heure. Alors oui, on peut apprendre, tout s'apprend, mais il faut l'aimer. Vous pouvez avoir envie de réparer des vélos. Si vous n'aimez pas les gens, ça va être compliqué de vendre votre activité. Et vous allez être malheureux. Et c'est là où il faut réfléchir à c'est quoi finalement mon entreprise, l'ADN de ce que j'ai envie de faire. Parce que si demain vous ne le développez pas, il n'existera pas. Ça sera un projet. Ça sera un projet. Et on dira, ouais, je fais pas de chiffre. Après, il y a l'aspect aussi qu'on a abordé il y a une semaine, c'est l'aspect gestion, la gestion de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, de ton expérience d'entrepreneur, combien de temps ça prend la gestion? Alors, je vais dire que cet item-là, sur les 4 qu'on a là, c'est un des plus faciles. Souvent, c'est celui qui fait peur. Mais ça s'apprend, en fait, la gestion. Techniquement, c'est pas compliqué. Surtout surtout avec les outils qu'on a, la manière dont on peut être accompagné.
Après, il y a le côté pragmatique. Et c'est là où la gestion, on apprend en faisant, en fait. Hein. C'est que moi, je vous donne, par exemple, mon exemple où j'avais, du coup, sur mon entreprise, une activité de formateur. Ouais. La gestion, ok, on va déterminer à peu près ce que vous allez tous faire dans vos prévis, combien je dois faire de chiffres par mois. Sauf que la réalité du marché, c'est que au mois de juillet, août, septembre, il n'y a pas de business. Ça, tu t'en es aperçu quand tu as lancé la boîte, du coup. Je me suis persuadé qu'il y en avait, en fait. À me dire, ah mais si, forcément, je vais trouver quelque chose, ça va le faire. Et en fait, c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Quand ça le fait pas, ça le fait pas. Oui, et puis là, on est en direct, et il y a des problèmes professionnels, souvent qui viennent s'ajouter aussi aux problèmes perso. Et si vous êtes sur un marché où, par exemple, dans mon cas de formation, où les écoles, elles sont fermées juillet, août, à moins de trouver quelque chose d'autre à faire, vous ne ferez pas de chiffre de toute façon. Oui, donc il faut constamment s'adapter. C'est ça, et prévoir. Et prévoir, oui. C'est qu'il faut prévoir, et finalement, travailler sur un chiffre annuel. Mais tout ça, on l'apprend petit à petit. Ce que je disais à un jeune que j'accompagnais récemment, elle m'a dit « Ah, c'est bon, j'ai facturé. » Ok, t'as facturé. Maintenant, il faut te faire payer. Ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que la gestion, c'est pragmatique. Dans mon délai de paiement, le temps qu'il va me falloir, où on va vous dire « Il n'y a pas besoin d'apport. » Ok, mais il y a besoin de la trésor. La trésor, c'est ce qu'il y a sur ton compte. Et oui, parce que dans ton exemple à toi, si tu factures pas pendant 3 mois, t'as pas de chiffre d'affaires qui rentre, donc pas de trésorerie. Si tu n'as pas anticipé ce manque de trésorerie, tu peux mettre la clé sous la porte. Exactement. Tu peux mettre la clé sur la porte, tu peux mettre en difficulté ton couple ou ta famille si vous êtes parti un peu trop idéaliste. Et c'est compliqué. Et après, c'est du temps qu'il faut pour... alors oui, on peut vous dire, vous pouvez monter une boîte avec... je sais plus combien c'est, 1 euro maintenant, oui, de capital social. Même en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez monter votre boîte avec, gratuitement, avec zéro. Mais... Exactement. Et moi, ce que je dis aux entrepreneurs que je suis, c'est pour démarrer, pour être bien, tu es en trésorerie, c'est-à-dire en avance sur ton compte. Il faut que tu aies 3 mois. 2 charges fixes. 2 charges fixes, avec ce que tu veux te rémunérer pour dire je vais être tranquille et je vais être serein. Les charges fixes, en gros, c'est ce que vous allez payer tous les mois. Si vous avez un local, charges fixes, les assurances. Charges fixes, il y a énormément de charges fixes en fait. Tout ce que je vais dépenser tous les mois et qui sont inéluctables. Ouais. Et alors après, 4e volet, l'aspect juridique. Bien choisir son statut, par exemple, il y a les conditions générales de vente, il y a quand même pas mal de choses à avoir. Ça, pareil, si on ne sait pas faire, par contre, on peut déléguer, puisqu'on a... Même si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez très bien faire appel à un avocat ou à un expert comptable pour du conseil, justement. À cette étape-là de l'entrepreneuriat, c'est pas un problème, même en cours de croissance. Mais l'aspect juridique aussi est super important au stade de l'idée, parce que c'est là que tout va se décider. En fait, là, vous êtes en train de réaliser le socle de votre entreprise. Donc, si le socle n'est pas solide, tout le reste va dégringoler au bout d'un moment. Exactement. Et là, c'est important, c'est que demain, vous allez être des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. C'est pas pour autant que vous devez tout savoir et être expert sur tout. C'est-à-dire que le volet juridique, c'est un volet qui est compliqué, c'est un volet qui est technique. Et du coup, il faut savoir, comme tu le disais, savoir s'entourer de personnes sans intérêt. Alors, c'est-à-dire de personnes, comme vous pouvez le proposer sur le réseau Initiative, des personnes qui sont neutres et qui finalement vont avoir le bon conseil. Je vous prends un exemple sur des personnes qu'on peut suivre. Alors, vous allez voir, quand vous êtes entrepreneur, tout le monde a un avis sur tout. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est définissez votre besoin. De quoi vous avez besoin et soyez concret. Je vous prends un exemple. Souvent, les entrepreneurs disent... moi je vais monter une SASU. Une SASU parce que du coup je vais avoir un statut salarié et ça va être plus sécuritaire pour moi. Mais la SASU, en fait, il faut faire du chiffre. C'est que si vous ne développez pas un niveau de chiffre, en fait les charges elles vont être telles que derrière vous n'arriverez pas à vous payer. Oui, parce qu'une SASU à l'année, ça coûte quand même dans les 3 000 € rien qu'en gestion avec l'expert comptable, etc. Exactement, ça va avoir des frais et c'est peut-être pas... En fait, ce qu'il faut, c'est adapter vraiment le statut en fonction de vos besoins et le faire évoluer, pas en fonction de ce que vous avez envie, en fonction de ce que cela vous permet d'avoir. C'est-à-dire qu'en gros, les statuts vont évoluer. Je vous prends par exemple un micro-entrepreneur qui va faire...
plombier, Ouais. et qui du coup va travailler sur la prestation de service, mais qui va aussi acheter ses pièces. S'il commence à avoir du volume, qu'il achète beaucoup de pièces, bah, faut vite qu'il change de statut. Oui. Parce que du coup, les pièces rentrent dans son chiffre d'affaires, d'auto-entrepreneur, il va payer des charges dessus. Oui. Donc en fait, ça sert à rien. Et c'est de dire, par contre, pour démarrer, ça va être le meilleur des statuts. Oui. Mais juste prendre conseil pour dire de quoi j'ai besoin à ce moment-là. Et ça, c'est très très important. Et sur le juridique, c'est important si vous êtes sur des métiers à risque. Par exemple, on prend un mécanicien bateau, il va intervenir sur des grosses unités. Et dans le côté juridique, il faut bien vous faire accompagner sur l'assureur, par exemple, qui va être très très important et qui peut éviter des belles déconvenues. Moi, j'ai une amie qui a écrit sur un tableau, donc en formation, sur un tableau numérique à l'encre infaçable. Un tableau numérique, ça coûte 6 000 €. Donc là, est-ce qu'elle était assurée ou pas? C'était Elle la était question. assurée, mais heureusement. Donc le risque zéro, il n'existe pas. Il faut y penser. Même pour celles et ceux qui veulent entreprendre, je sais pas moi, sur de l'esthétique, vous pouvez brûler quelqu'un. Oui. C'est possible. Coiffure aussi. Coiffure. En fait, le risque, il faut vraiment qu'il soit identifié. Et là, il faut vraiment aller avec un expert de l'assurance, par exemple. Ok, alors ça, le volet assurance, on l'abordera dans un deuxième temps d'ici un mois, avec justement une professionnelle qui viendra parler, de la couverture personnelle, donc la prévoyance, la santé, la retraite, mais aussi qui abordera tout ce qui est responsabilité civile, professionnelle et autres, pour vous couvrir dans le cadre de votre activité. Ouais. Alors. Donc ça, c'était les compétences professionnelles que vous pouvez transférer. Après, il y a un autre volet, ce sont les compétences personnelles qui sont transférables. Alors là, sont affichées à l'écran 4 des compétences qu'on peut retrouver: l'optimisme, la résistance, être organisé et être visionnaire. Donc, qu'est-ce que tu entends par l'optimisme? L'optimisme, alors les compétences personnelles, c'est des choses que vous avez en vous. C'est un peu ce qu'on appelle dans le milieu RH les soft skills, c'est-à-dire les choses qui font de vous la personne que vous êtes. Pas la personne que vous avez envie d'être, la personne que vous êtes vraiment. Celle que j'ai mis là, c'est un exemple, c'est moi ce que je ressens pour les entrepreneurs. Un entrepreneur, pour moi, il faut qu'il soit optimiste. Si t'es pas optimiste, à quoi bon entreprendre, finalement? Optimiste, ça veut dire être joyeux, ça veut dire voir le bon côté des choses. Ça, c'est super important. Parce qu'on est un peu seul quand on est entrepreneur aussi. Et si on n'est pas d'une nature un petit peu comme ça, on va vite se faire du souci. Et c'est difficile de trouver des personnes avec qui échanger. Et on est rapidement seul. Donc, être optimiste, pour moi, c'est très important. Ça, tu l'as connu, toi, la solitude dans ton entrepreneuriat, toi? Ouais. Moi, je l'ai connu. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des équipes, qui a besoin d'avoir du contact. En fait, j'étais pris tous les jours de la semaine. Je voyais énormément de monde, que ce soit des groupes, des personnes en individuel, des interventions en entreprise. Mais au final, j'étais toujours seul face à moi-même. Et ça m'a manqué. Ça t'a pesé au bout d'un moment? Ça m'a pesé au bout d'un moment. Il y a des gens qui le vivent très bien. Donc c'est important d'aller chercher ces choses-là et de dire, par exemple, quelqu'un, j'en reviens là, une naturopathe, une réflexologue, qui sont des gens qui potentiellement adorent le relationnel, alors donner aux gens. Mais attention, vous allez être tout seul. Vous allez être seul face à vous-même aussi. Et ça peut conduire à arrêter... Oui, ça peut conduire, ou ça peut dire, je me renseigne pour aller par exemple dans une couveuse, où là je vais être accompagné, d'aller dans un coworking pour lancer mon entreprise, d'avoir un peu d'émulation, d'aller dans une association. À chacun va trouver en fait son mode de fonctionnement. Ou du réseautage, par exemple. Là, on est dans les Alpes-Maritimes, du réseautage, vous pouvez en faire... par exemple, à l'UPE, au BNI, pour n'en citer que deux. Il y a la Jeune Chambre économique aussi. Il y a le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui est très actif ici dans le coin. Donc n'hésitez pas aussi à aller dans ce type de structure pour rencontrer du monde et pour échanger avec d'autres chefs d'entreprise. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont proposées, notamment par initiative, des ateliers. Et des fois, même si la thématique, elle vous plaît pas énormément, c'est important de vous rendre à ces endroits pour échanger. Et voir du monde et rencontrer en fait. Ça, c'est la rencontre qui fait le succès souvent. Alors, autre volet très important, la résistance. Alors, la résistance, il n'y a pas, comme tu le disais tout à l'heure en aparté, il n'y a pas que la résistance au stress,
il y a aussi d'autres types de résistance qu'il faut... Mais c'est ça, en fait, quand vous allez voir, quand vous allez être chef d'entreprise, vous allez être un homme, une femme d'orchestre, en fait. Et finalement, tout va être recentré sur vous. Et il faut être résistant par la charge de travail, fausse croyance. Je vais me lancer, je vais créer ma boîte pour avoir plus de temps pour moi, pour pouvoir m'occuper de mes enfants. On peut, mais il faut que ça corresponde avec votre projet. Donc la résistance, elle est importante parce que du coup, vous allez prendre toute la charge. Donc la résistance par rapport au millefeuille administratif. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est d'aller au-devant de... Il y a de l'administratif. Quoi qu'on fasse, il y a de l'administratif. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'accompagne quelqu'un en bilan de compétences entrepreneuriales, j'ai 14 documents à remplir pour le législateur. Et ça prend combien de temps en moyenne par dossier? Ça va me prendre 20% de mon temps. Ok. À peu près. Donc ça veut dire que c'est du temps qu'il faut prévoir, du temps ce qu'on appelle non productif, qu'il faut prévoir pour faire cette mette administrative. Demain, si vous êtes plombier, le temps que vous allez prendre à chercher les devis, à les faire, à sourcer les produits, à les envoyer au client, à relancer le client qui vous répondra jamais, à prendre le rendez-vous pour le camion, toutes ces choses-là, en fait, il faut être résistant parce que toute entreprise, tout entrepreneuriat que vous avez envie de faire, vraiment, il faut être résistant par rapport à tout ça. Ouais. Et ça aussi, comme tu le disais tout à l'heure, il faut l'anticiper pour pas arriver au moment de l'ouverture de sa boîte et se rendre compte qu'en fait, j'ai quand même 20% de mon temps où je ne pourrai pas travailler parce que je vais devoir faire, comme tu disais, de l'administratif ou aller chercher des fournitures ou autre. Des fournitures, et puis on le verra où on l'a vu tout à l'heure, aller chercher des clients aussi. Oui, le côté commercial, oui. Le côté commercial qu'on a vu tout à l'heure, c'est que là aujourd'hui, sachez que si vous travaillez dans une entreprise, les clients ils viennent à vous. Je prends un exemple d'un mécanicien, par exemple, qui va travailler dans un garage. Le client il vient à vous. Oui. C'est facile en fait. Vous ne faites que votre métier. Si demain vous dites je veux monter la mécanique à domicile, vous faites toujours votre métier de mécanicien, mais votre ADN, c'est d'aller chercher les clients. Parce qu'ils ne viendront pas, en fait. Et ça prend du temps. Ensuite, alors ça rejoint un peu le volet gestion, mais il y a l'organisation. Comment toi, tu t'organisais en tant que chef d'entreprise au quotidien Alors moi, j'intervenais pour pas mal d'entreprises et pas mal d'endroits. Et en fait, j'ai longtemps réfléchi à mon organisation et en fait, j'ai travaillé en jours. Okay. C'est-à-dire que j'avais un jour par client. Et alors, c'est une organisation qui m'est propre, mais c'était de dire, par exemple, là, j'intervenais par une entreprise de manière récurrente, et mettons, le lundi, elle était dédiée à cette entreprise. Le mardi, à cette entreprise, à une autre, etc., etc. Après, ça va vraiment dépendre de votre domaine d'activité, de ce que vous avez envie de faire, mais être organisé dès le départ pour faire son suivi de facture, pour faire ses déclarations, pour, si vous avez des employés, pour faire les fiches de paye. Tout ça, il faut le prendre en compte parce que sinon, en fait, vous allez boire le bouillon. Et enfin, dernier volet, être visionnaire. On ne demande pas à chaque entrepreneur d'avoir une vision complètement folle des 20 prochaines années. Quand je dis visionnaire, c'est lever la tête du guidon. Souvent, les entrepreneurs que je croise, ils ont le nez dans le guidon. Et ils n'ont plus cette clairvoyance. De dire, tiens, oui, effectivement, il me manque ça. Effectivement, je ne suis pas présent sur telle chose. Effectivement, mon offre, elle ne correspond pas aux besoins du moment. Ça, c'est savoir prendre du recul, en quelque sorte. Exactement. Et ce recul, justement, tu fais comment? Parce que chef d'entreprise, la majorité sont souvent seuls. Par qui, toi, tu t'es fait accompagner, par exemple Alors, moi, j'ai été pas mal accompagné, où j'ai pas mal échangé, justement, avec le réseau Initiative, qui permet, justement, d'avoir cette prise de recul, parce que chaque personne a des projets différents, de toutes tailles différentes, et vous avez les compétences en interne pour nous aider. C'est s'ouvrir, en fait. Pour resituer, le réseau Initiative, en fait, c'est un réseau qui est spécialisé notamment dans l'accompagnement et le financement des entreprises, notamment les prêts à taux zéro. Et en fait, ce réseau bénéficie, comme d'autres réseaux, comme la BGE ou autre, bénéficie de bénévoles. Experts comptables, avocats, il y a des banquiers qui viennent, il y a des assureurs, il y a des spécialistes en démarche commerciale ou autre. Donc,
En fait, si vous venez dans ce réseau, vous pouvez avoir accès à des bénévoles qui vous renseignent gratuitement, qui vous orientent. Il y a aussi les chargés de mission, bien sûr, qui vous aident à prendre énormément de recul sur votre activité. Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter. Exactement, et je rebondis là sur un exemple sur lequel je travaille actuellement. J'accompagne 2 architectes qui sont en Savoie et qui sont en train de racheter leur cabinet d'architectes. En fait, c'est 2 architectes à la base. C'est pas 2 chefs d'entreprise. Oui. Et aujourd'hui, tout ce qui va être inhérent aux chefs d'entreprise, et ça, je suis en train de leur en faire prendre conscience et de leur dire, donc ces 2 jeunes femmes qui vont avoir des compétences différentes dans leur association et de dire, quelle est ma personnalité, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que moi je vais faire, qu'est-ce que toi tu vas faire, et surtout bien définir les choses dont on va avoir besoin de développer pour pouvoir pérenniser le projet. D'ailleurs, je les ai orientés sur le réseau Initiative Savoie, parce que par exemple, quand vous montez votre business, il faut aller chercher des banques. Oui. Les banques, si vous n'avez pas de réseau, c'est compliqué. Et oui, et en amont, de toute façon, avant d'aller voir la banque, il faut faire tout ce cheminement, il faut faire toutes les étapes de la création d'entreprise, et notamment en passer par là, bien chercher quel type d'entrepreneur on est. L'association, on verra tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? Des fois, il vaut mieux partir seul que mal accompagné, c'est bateau ce que je dis, mais des fois, c'est une réalité, on pourra en discuter tout à l'heure. Ouais, exactement. Et tout ça, en fait, ça permet d'éviter les erreurs et d'éviter de se faire vendre des choses, en fait, sur lesquelles tu n'aurais pas besoin, parce que faut savoir, quand vous allez entreprendre, votre temps, il est compté aussi. C'est que le temps que vous allez mettre à entreprendre et à développer, c'est du temps sur lequel il va falloir que vous financiez votre vie perso, que vous financiez peut-être des investissements pour votre entreprise, et elle va peut-être pas vous rendre de suite ce dont vous avez besoin pour vivre. Et ça, il faut bien y penser, et c'est super important. C'est super important. Et là, notamment, on va l'aborder, cette thématique, le fait d'être bien accompagné, notamment au point de vue personnel, parce qu'il faut que toute la famille soit d'accord sur votre projet aussi. Là, vous entraînez c'est un projet de vie. Femme-enfant ou homme-enfant dans ce projet de vie-là, justement. Donc là, maintenant, on va voir les contraintes d'un chef d'entreprise. Les principales, les voici à l'écran. Les contraintes au niveau personnel qu'on vient d'aborder, donc bonne transition. Et juste un petit truc là-dessus. Quand on est entrepreneur, en fait, on laisse pas son métier au seuil de sa maison. Oui, on l'embarque chez soi. C'est-à-dire que bien souvent, on l'embarque chez soi. Et tu parlais de la famille tout à l'heure. C'est super important parce qu'on embarque tout le monde. Alors justement, là, on va l'aborder maintenant, les contraintes au niveau personnel. Comment on fait? Je veux démarrer ma boîte, j'ai une famille. Avant toute chose, ça c'est un truc, c'est quelque chose que je veux vraiment vous partager. Créer sa boîte, ça peut être un projet de vie, mais c'est un outil, c'est un comment. C'est pas parce qu'on immatricule son entreprise qu'on devient créateur d'entreprise, dans les faits. Mais en fait, c'est créer de la ressource. Et c'est bien réfléchir, vraiment, on en parle et on le fait pas assez, c'est d'avoir une étude de marché qui soit vraiment très très poussée. Vous allez perdre du temps à le faire, vous allez passer du temps à le faire. Ça va peut-être pas être très agréable parce que vous allez vous rendre compte peut-être qu'il n'y a pas de marché. Mais en fait, votre objectif, c'est de répondre à un besoin. C'est pas de faire quelque chose que vous avez envie et que vous avez... Alors bien sûr, il faut en avoir envie, mais c'est pas parce que vous avez envie et que vous adorez tricoter qu'il y a un marché, un besoin d'acheter des pulls en laine de je sais pas où, tricotés à la main dans votre village. Oui. Alors ça, tout ce qui est études de marché et autres, on l'a abordé dans un autre live intitulé « Les étapes de la création d'entreprise » avec Corinne Morales de la BGE, donc vous pouvez retrouver justement cette étape-là. Vraiment, qui est aussi fondamentale. C'est l'étape fondamentale, en fait, il n'y a rien sans ça. Et parce que de l'étude de marché va découler le nombre de clients potentiels, votre tarification, la réalité la économique, concurrence, etc. Donc c'est super important aussi. Et là, donc déjà, avant même l'étude de marché, se poser la question des contraintes au niveau perso. Donc ça, on l'a vu, c'est au niveau familial. Et puis, quand on crée une boîte... C'est un projet de vie, en fait. Je vous prends des exemples de gens que j'ai pu croiser. Si vous êtes un jeune couple, que vous avez envie,
d'acheter, que vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui est salarié, que vous étiez le deuxième salarié. Demain, vous allez être entrepreneur. Il faut savoir qu'en France, le statut d'entrepreneur, c'est très, très compliqué. Si vous voulez faire une demande de crédit pour une maison, sachez que vous ne l'aurez pas, en fait. Pas avant 3 ans. Donc, Pas avant 3 ans. Et les banques, c'est normal, il leur faut 3 bilans pour voir si votre entreprise est viable, etc., avant de pouvoir vous financer. Alors que ce soit en auto-entrepreneur ou en société, pareil. Exactement. Et ça, il faut bien y réfléchir. Ça veut dire que moi, j'ai des personnes, par exemple, que j'ai accompagnées, sur lesquelles elles ont pris la décision de repousser le projet. De dire, je reste encore salarié quelque temps pour acheter. Et du coup être plus bankable pour les banques, et puis je me lancerai après sur autre chose. Pareil, votre famille, des fois j'ai des couples d'entrepreneurs. Donc un des deux qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, et le deuxième va suivre. C'est un peu chaud à gérer au niveau de la famille, parce que les rentrées d'argent elles sont aléatoires, parce que c'est deux choses qui sont très prenantes, et ça peut être un peu dangereux pour la famille, pour le couple, pour un peu tout. Alors, juste pour rappel, on n'est pas là pour vous dégoûter de la création d'entreprise, hein. On est juste là pour vous donner un retour d'expérience de Jean-Marie qui a été justement à son compte, et pour vous dire, voilà, avant de vous lancer, faites attention, et si vous suivez toutes les étapes, ça va bien se passer, mais n'en loupez aucune en tout cas. Exactement, et surtout, soyez honnête avec vous-même. C'est important. Créer son entreprise, c'est pas un échappatoire. C'est pas échapper à un patron. De dire, par exemple, j'ai plus envie d'avoir un patron, je monte ma boîte. C'est les mauvaises questions, en fait. Puis en plus, si jamais vous plantez votre boîte, donc si vous liquidez ou autre, si jamais il y a des dettes vis-à-vis de la banque ou vis-à-vis de fournisseurs ou autres, ou vis-à-vis de salariés, et que vous êtes marié sous certains régimes, eh ben, c'est le couple qui sera redevable de ces dettes. Donc il faut bien être conscient de toutes ces choses-là. Et l'entrepreneuriat, pour rebondir sur ce que tu disais, franchement, c'est une magnifique aventure. C'est un vrai bonheur de pouvoir vivre de ce qu'on produit. Franchement, moi, j'ai jamais connu ça en entreprise, même si j'ai été dans des boîtes qui étaient très reconnaissantes. Ce sentiment-là de créer et de vivre de ce qu'on produit, il est énorme, en fait. Et c'est une vraie, vraie belle aventure, mais qu'il faut bien border et sur lequel il faut passer à toutes ces différentes étapes, parce que la réalité, en fait, elle est brutale. C'est pour ça que j'ai un peu ce discours aussi en vous disant faites attention, il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filet. Alors, autre aspect dans les contraintes, on va passer assez rapidement, il y a les aspects techniques notamment, réglementaires. La réglementation, il y a énormément d'entreprises, notamment dans l'artisanat, qui sont réglementées, maçonnerie, plomberie ou autre. Et j'en reviens sur la réglementation. Est-ce que vous avez le diplôme qu'il faut pour vous lancer? Tout simplement. Parce qu'il y a des professions qui sont réglementées dans l'artisanat. Vous ne pouvez pas créer cette entreprise si vous n'êtes pas diplômé de la profession. Il y a aussi énormément de choses pour les restaurateurs, pour ceux qui veulent se lancer dans la restauration. Il va falloir passer certains diplômes, notamment le HACCP, le permis d'hygiène. Et juste pour rebondir sur l'aspect réglementaire, il y a ce qu'on appelle la responsabilité pénale du chef d'entreprise aussi. C'est que là où vous allez agir, finalement, vous allez être responsable pénalement. Ça veut dire que c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui endossez la responsabilité de... Donc, et notamment pour faire le lien avec les salariés, notamment vis-à-vis des salariés. Vous allez être responsable de leur sécurité. Vous allez être responsable de la législation du travail. Toi, tu as été confronté à la mise en chômage partiel ou de salariés? Alors moi, j'ai été plus que ça confronté à la fermeture d'un magasin. Donc, du coup, là, le licenciement assez fort d'une partie, plus du reclassement. Où là, en plus de la responsabilité, vous avez une responsabilité sociétale aussi. Parce que quelque part, vous mettez des gens au chômage et ça a un impact fort sur la vie des autres. Et ça, c'est très important. Gérer des salariés, c'est gérer aussi énormément de contraintes administratives. Et un coût. C'est-à-dire que demain, si vous allez prendre un salarié, que vous allez payer, je dis n'importe quoi, au SMIC, ça, c'est ce que vous allez lui donner. Après, vous avez des charges à payer. Vous avez sa fiche de paye à éditer.
vous avez la DSN à faire. La DSN, c'est l'enregistrement tous les mois auprès de l'URSSAF du salaire que vous allez donner. Après, il y a tout un tas de choses qui découlent et sur lesquelles il faut bien réfléchir. Mais là, pareil, vous inquiétez pas, vous pouvez être accompagné par des experts comptables. Si vous n'en avez pas, vous avez des formations, on va aborder le sujet de la formation le 16 janvier prochain, avec notamment la chambre de métier. Vous avez des formations qui sont la plupart du temps gratuites dans les chambres consulaires. Je dis bien la plupart du temps, hein. Notamment la chambre de métier, où vous trouvez des formations sur la gestion, sur les ressources humaines, sur le commercial, sur le calcul des marges, etc. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter. Faites-les, et je vous le redis, c'est aussi un moment où vous allez croiser d'autres personnes qui sont comme vous, et vous allez par exemple faire une formation en gestion, et l'échange avec les autres présents sur cette formation est aussi riche et aussi important que la formation en elle-même, en fait. Oui, parce qu'en même temps, ça va vous donner des bonnes pratiques d'une autre personne qui Exactement. réussit, ça va vous aider à le mettre en place dans votre propre activité. Alors après, Jean-Marie, toi qui l'as vécu, se lancer seul ou à plusieurs, j'ai un projet d'association avec mon meilleur ami, qu'est-ce que tu préconises avant tout ? Tel que tu le présentes là, j'ai envie de te dire, c'est la mauvaise bonne idée. Alors pour quelle raison ? C'est la mauvaise bonne idée, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une association va venir pallier à un besoin en compétences. Alors, que ce soit des compétences personnelles ou des compétences professionnelles. Donc c'est-à-dire que je veux lancer mon activité, il me manque une compétence professionnelle, la gestion par exemple. Bon, je fais appel à un expert comptable ou comptable ou autre, mais donc là tu parles de remplacer, d'apporter une personne supplémentaire justement pour assurer la gestion ou le financement de la boîte par exemple. Alors oui, ça peut être une volonté d'avoir quelqu'un qui va emmener de l'argent, donc sur lequel on va pouvoir s'associer. Ce qu'on travaille aussi sur les bilans de compétences entrepreneuriaux, c'est qui je suis et qui ils sont et avec qui j'ai besoin de travailler. En gros, souvent, on a envie de s'entourer de gens qui nous ressemblent. Est-ce que c'est une bonne idée ? Et bien, on va se dire, tiens, je vais aller avec ma meilleure copine, mon meilleur copain, on va monter une boîte, ça va trop bien marcher. Ouais, sauf que ça va être vite limitant, en fait. Parce que vous n'allez pas vous challenger sur des éléments dont vous avez besoin. Si vous êtes un ultra commerçant et que vous êtes associé avec un ultra commerçant, forcément, il y a la partie gestion qui va en pâtir. Et vous risquez de vous, peut-être, je dis ça, mais heureusement, il y en a plein qui réussissent là-dessus et qui arrivent à s'entourer. Mais il ne faut pas s'associer parce que j'ai envie de travailler avec cette personne. Enfin, il ne faut pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais souvent, c'est la fausse bonne idée. C'est vraiment faire un portrait, deux entrepreneurs, de dire, moi, qu'est-ce que je vais apporter ? Moi, qu'est-ce que je vais apporter ? Quand je dis apporter, c'est pas en termes d'argent, c'est quelles sont les compétences que je vais emmener à l'entreprise et comment, en fait, on va être complémentaires. C'est pas comment on va être jumelé, c'est comment on va être complémentaire et créer un effet de synergie, en fait. Ce qui est important dans l'association, c'est il faut prévoir le début, prévoir la fin. Ah, si jamais ça se passe mal. Voilà. Il faut vraiment, c'est très important, on a tous très envie que ça marche. Le monde de l'entreprise, il est changeant. Et vous allez vous en mordre les doigts si vous prévoyez pas la sortie de votre association aussi. Mais ça, les experts juridiques vous l'expliqueront. Ça permet en fait de pérenniser l'entreprise, parce que ça peut la mettre en difficulté quand un des deux associés décide d'arrêter. Ça permet de pérenniser son amitié aussi, parce que comme tout est écrit au départ, c'est simple pour sortir. Sinon, si on part sur des je pense, sur des interprétations, forcément, ça va mener au désastre. Et si tu devais résumer le bilan entrepreneurial, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que le bilan entrepreneurial, en fait, je vais vous aider, je vais vous accompagner, je vais aller planter des petites graines dans votre cerveau et vous faire réfléchir. Nous, on va jamais vous dire il faut le faire, il faut pas le faire. C'est ça la décision. On va vous accompagner pour que ce soit votre décision. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, de prendre ces décisions en toute connaissance de cause. Et c'est comme ça qu'on va vous accompagner. Donc là, je le rappelle, on a abordé la première étape de toute création d'entreprise, qui est l'adéquation femme-homme-projet. Alors ce travail justement sur l'idée,
et sur l'adéquation homme-projet. Donc vous pouvez le faire avec des sociétés qui, comme celle de Jean-Marie, fait des bilans de compétences entrepreneuriales, mais vous pouvez aussi le faire avec les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers, avec des organismes comme la BGE, Positive Planète par exemple. Donc n'hésitez pas surtout à vous faire entourer. Exactement, à se faire entourer, à aller aux choses qui sont... Il y a plein de choses qui sont gratuites, qui sont proposées. Oui. Allez déjà vous faire votre idée. Puis si après vous sentez le besoin et l'envie d'avoir quelque chose de plus personnalisé, ben, c'est là où il faut faire la démarche et de dire j'en ai besoin en fait, tout simplement. Mais comme tu disais tout à l'heure, des fois, il vaut mieux repousser un tout petit peu le projet à plus tard, dans de bonnes conditions, et le mettre en place dans de bonnes conditions, plutôt que de se lancer tête baissée dans quelque chose qui ne va peut-être pas fonctionner à terme. Eh bien, écoute Jean-Marie, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt, et puis bonne chance dans votre entreprise.